Et aujourd'hui, on est content de se retrouver autour de ce groupe de travail avec un agenda qui va être, à mon avis, sympa parce on va essayer de construire ensemble un certain nombre de choses. Avant, j'ai pas tellement envie de refaire un tour de table parce qu'on commence à se connaître et si on se connaît pas, eh ben on se connaîtra au fur et à mesure de l'interaction. Donc c'est un petit peu ça qu'on a préféré. On peut simplement dire qu'on est dans une actualité un petit peu comme d'habitude, mais toujours intéressante puisque à la fois les questions de l'eau qui ont vraiment travaillé l'été en France sont des questions qui continuent à être d'actualité dans pas mal de régions. On en parlait avec Stéphane un instant, mais c'est vrai dans Lyon, c'est vrai dans pas mal de régions. Les nappes ne sont pas reconstituées. Et puis aussi, évidemment, c'est le point important, il y a la COP 15 à Montréal qui est là et quand même une énorme question de négociation de nos parties prenantes. Il ne faut pas attendre trop des COP. En fait, on a souvent, je pense, c'est ça que je voulais vous dire ce matin, aujourd'hui, on a tendance à penser que les gens et les chefs d'État vont pouvoir imaginer des choses. En fait, ce n'est pas possible. Mais par contre, ces COP elles servent quand même à faire avancer le public. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Donc il faut avoir conscience de la valeur de ces COP, mais aussi de leurs limites. Car on verra bien si c'est une très bonne COP. C'est probablement pas le cas, ça sera une COP moyenne. Mais on verra bien ce qu'il peut y avoir comme avancée. Je voudrais juste aussi faire un tout petit point complémentaire. J'ai partagé avec vous le fait que j'ai eu la chance d'aller visiter le CESAB à Montpellier, qui est un centre de recherche. On était avec d'ailleurs Stéphane, la Clos qui est là. On a été voir un centre de recherche de synthèse avec une présentation sur l'Antarctique, sur en fait, des chercheurs du monde entier qui font de manière concluante un partage, un échange de données sur les bébêtes, en particulier sur les animaux qui vivent dans ces coins-là. Et ça donne des cartographies, je dirais, agrégées extrêmement intéressantes, puisqu'on arrive à les superposer avec les évolutions climatiques, de température d'eau, etc. Donc, il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de choses qui sont intéressantes sur les questions d'océan. On en reparlera tout à l'heure, mais ça, c'était intéressant sur le plan de la recherche-action ou de la recherche-démonstration auprès des gens moins scientifiques. Extrêmement intéressant. Donc voilà, peut-être s'il y a une ou deux interventions par rapport à des points particuliers. On va passer à la slide suivante. Comment est-ce qu'on passe la slide suivante d'ailleurs? Qui c'est qui a la main? C'est Mélissa. Voilà. Donc, voilà. Donc, Claude, d'une certaine façon, vous a fait un peu ces dernières actualités et les thématiques qu'il avait envie de vous partager. Moi, je n'ai pas la chance d'arriver à voir toutes les personnes qui sont là. Donc, je vais peut-être faire un peu la maîtresse d'école et juste vous donner la possibilité de me dire si vous avez quelque chose à partager. Donc, si on commence par l'ordre alphabétique, Algaïa, je crois qu'il y avait quelqu'un. L'Algaïa qui devait nous rejoindre. Je ne sais pas si elle est là. Oui, si. Oui. Vous m'entendez? Alors, attendez. Oui, vous m'entendez? Bien. Oui, bonjour. Enchantée, Maude Benoît, Société Algaïa. D'accord. Alors, du coup, moi, j'arrive un peu. Je remplace mon collègue Frédéric Faure, qui est notre directeur, qui n'a pas pu se joindre aujourd'hui. Du coup, voilà, je représente la société Algaïa. Donc, je découvre un peu je ne vais pas avoir grand-chose à dire. Je vais plutôt être en découverte du groupe et du cluster, on va dire. Ben, super. Oui, parce que voilà. Je connais, mais vous allez voir. Je suis sûre que vous allez nous donner plein d'idées pour avancer. Algologie, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'algologie. Oui, bonjour, Pauline Neyman, Algologie. Je suis accompagnée de Marine Longin également. De notre côté, pour répondre à votre question, on n'a pas particulièrement d'actualité à mettre en avant aujourd'hui. D'accord. Bon, mais vous suivez, j'imagine, tout ça. Mais on suit, on a signé la déclaration de la COP et très bien, bravo pour cette initiative. Merci, on va y revenir un peu plus tard. Tout à l'heure, vous allez nous en parler, notamment de la façon dont il a pu la présenter. Blue Observer, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Coral Guardian. Consultancy, vous m'arrêtez. Je vous prie d'excuser Virginie qui a eu un contretemps, qui devait être avec nous et qui finalement
n'est pas là. Groupe Rocher, Corinne, quelque chose à dire, puisque Claude a déjà parlé pour lui-même comme président. Non. FBA, je ne sais pas si Nathalie a pu nous rejoindre. Oui, bonjour, je suis là. Bonjour. Enfin, je suis là derrière mon écran, pas avec vous, désolée. Ben oui, désolée. À partager, on a une version anglaise de notre guide biodiversité que l'on sort là à l'occasion de la COP 15. Et du coup, vous le sortez dans quel... Enfin, vous l'avez transmis à quelqu'un, vous le mettez à disposition On donne le go final cet après-midi et on le mettra à disposition de nos adhérents et de tout le monde, évidemment, sur notre Internet et on va en faire une communication très vite. Ah bah super, oui, qu'on puisse le relayer aussi sur le site de la plateforme dans ce cas-là du programme. Oui, et c'est une collaboration pour cette version anglaise avec l'IKW, qui est la fédération allemande cosmétique et détergent. Ah, donc un donc pont enrichi et détergent, d'accord. Enfin, il n'y aura pas de... C'est une collaboration avec l'IKV, mais seulement sur la partie cosmétique. On n'a pas de bonnes pratiques côté détergence parce que ce n'est pas notre domaine à nous. Mais voilà, enrichi d'exemples d'entreprises allemandes. Super, bah, bravo. Merci Nathalie. Avec plaisir pour découvrir ça. Galiniform, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Oui, bonjour. C'est Charline de Galiniform. Nous, au niveau de l'actualité, donc plutôt orienté sur notre compétence de cœur, on a arrivé à faire nos premières formulations cosmétiques moins toxiques pour les océans. Et donc là, on a un produit solaire notamment qui est en cours de test d'écotoxicité, donc de non-toxicité aquatique sur les coraux et les algues. Et ensuite, au niveau, on a aussi une entreprise à mission. Et donc, on a vraiment dans nos entreprises à mission des missions de communication. Et donc, on relaye au maximum tout ce qui est les publications de Respect Ocean. Et puis, voilà, on a signé la COP. Et on a plein d'autres missions qu'on est en train de mettre en place petit à petit et que... notamment de l'engagement dans des associations environnementales pour préserver les océans, par exemple pour planter des coraux, etc. Et d'ailleurs, si vous avez, je ne sais pas si ça va faire partie des champs d'action de Respect Ocean ou si on peut en parler un peu, mais si vous avez des associations qui œuvrent dans le respect des océans et pour la préservation des océans, voilà, nous, on a à cœur de participer à ces associations-là. Oui, bon, bah, je pense qu'on va trouver. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a Coral Guardian qui malheureusement aujourd'hui n'est pas là, mais voilà. C'est vrai. On en connaît, donc voilà. avec grand plaisir. Merci beaucoup. Laboratoire de Biarritz, je ne sais pas. LVMH, est-ce que Cécile a pu nous rejoindre? Pas. Mon Miracle, je ne sais pas si Marion est là. Au biocide. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous sommes là. Bon, après, on n'a pas de grandes nouveautés à vous partager, mais nous sommes là. Bon, ben, super. Merci. Alors, j'en étais où, moi? D'ici, océano-scientifique. Pierre Fabre. Oui, donc Stéphane Laclos est ravi de participer à ce groupe de travail et de pouvoir discuter sur la mise en place de cette feuille de route. Oui. Et avec pour objectif, en effet, de pouvoir travailler sur les interactions de nos activités sur le monde terrestre avec les impacts sur le milieu marin. Voilà, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt et essayer d'être partie prenante le plus possible dans cette collaboration-là. Et Katia est avec nous finalement ou pas? Oui, je suis là. Oui, elle est arrivée. Bonjour. Je sais pas, tu me vois pas, Hélène? Okay. Non, pas grave. Oui, je suis arrivée, pardon, j'avais 3 minutes de retard. Des actualités peut-être intéressantes. On était exposants et conférenciers au Biomime Expo et avec
toutes ces nouvelles manières toutes ces démarches apprenantes pour innover de façon durable. Et bien sûr, ça inclut aussi la durabilité quand on parle de l'impact sur les océans. Donc, c'était vraiment très intéressant. On a eu une intervention de Claude Grison qui parlait de ces plantes dépolluantes. Ça, c'est un programme qu'on a aussi en interne avec chez nous une marque qui s'appelle Chlorane et qui est associée dans la Chlorane Botanical Foundation, à essayer de trouver des plantes endémiques en Polynésie qui soient capables de dépolluer les lagons. Voilà, donc il y a des actions un peu comme ça qui ont pu être mises en valeur. Donc ça, c'était chouette. Le Cosmetic Group a été lancé aussi au niveau de ce Biomime Expo. Donc ça, c'est un groupe qui est piloté par le CBIOS et qui regroupe des acteurs de la cosmétique pour monter en compétence sur la manière d'innover par le biomimétisme. Donc avec toujours le but d'avoir des innovations durables, responsables. Et puis il y a Philippe Le Baron aussi qui est connecté aujourd'hui, avec qui on intègre le groupe de travail de la FEBA sur comment évaluer l'écotoxicologie entre autres de nos produits solaires. Donc voilà, peut-être Philippe pourra en dire 2 mots aussi, mais voilà, il y a tout ça qui bouge de notre côté. Profitons-en, Philippe Le Baron. Je suis désolée, Maran, je n'ai pas les noms des gens. Bien joué la transition. Oui, oui, voilà. Donc moi, je pensais pouvoir venir. Et en fait, c'est trop loin ici, les Moulineaux. C'est trop moche. C'est trop moche. Non, c'est pas le temps, c'est surtout le temps, la durée. Voilà, donc je suis connecté là. Effectivement, il y a un groupe de travail piloté par la FEBA, donc qui regroupe en fait la filière cosmétique autour de la problématique de l'impact des filtres solaires sur la biodiversité, notamment sur le corail. Voilà, donc c'est un groupe qui s'est mis en place il y a maintenant plusieurs mois en fait, et on devrait pouvoir lancer prochainement des études comparatives de différents modèles marins de corail notamment pour avancer vers la recherche, l'identification d'un ou deux modèles, enfin un ou plusieurs modèles qui soient pertinents pour l'évaluation des filtres solaires. Et parce qu'en fait, on manque de normes aujourd'hui de standardisation à ce niveau-là. Au niveau européen, il n'y a pas de normes ISO ou AFNOR là-dessus. Donc voilà, donc il y a un groupe, mais là c'est plus à la FEBA peut-être d'en parler parce que c'est eux qui pilotent en fait ce projet avec l'ensemble des acteurs, la majorité des acteurs de la filière cosmétique. Donc ça c'est le premier point. Après, deuxième point, nous éventuellement on pourrait vous faire à l'occasion d'un point en fait de ce groupe, de cette activité qu'on a aujourd'hui, peut-être un point sur les activités de ce qu'on a pu faire nous sur les filtres solaires, si ça vous intéresse un jour ou l'autre, pas aujourd'hui. Tu parles de Sorbonne Université? Oui. D'accord. Via notre partenariat avec les laboratoires. Oui, bien sûr. Okay. Voilà. En primeur aujourd'hui, je peux vous annoncer, Katia ne le sait pas, donc c'est bien, le lancement en 2023 ou début 2024 d'une expédition que je vais lancer avec l'amiral Prazuc sur Clipperton. Voilà, pour aller retourner à Clipperton, non seulement pour y faire des études de biodiversité, puisque c'est un des premiers atolls qui sera certainement éliminé par la remontée des eaux marines, et qui est particulièrement original en fait en termes de biodiversité, et on va en profiter pour essayer de voir ce qu'on y trouve autour du lagon comme trace d'activité anthropique, éventuellement de certaines molécules. Donc on va y profiter de cette activité-là pour, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, Clipperton c'est à 2000 km en plein milieu du Pacifique Nord, 2000 km des côtes du Mexique, et ça appartient à la France. Donc c'est un petit bout de caillou stratégique pour la France, qui, grâce à un petit bout de caillou dans le Pacifique Nord, bénéficie de 200 km d'eau territoriale française. Voilà, donc on va y retourner pour cet aspect biodiversité, et on cherche des sponsors. En sachant que oui, l'amiral Prazuc pilote ça depuis Sorbonne Université. Oui, en fait, maintenant, il est directeur de l'Institut de l'Océan. Ouais. C'est ça. Enfin, de l'Alliance, ouais, de Sorbonne Université. Des belles aventures. On suivra ça. Merci beaucoup, Philippe. Pulpe de vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour Pulpe de vie. Thierry Marine. Kenneth.
Et donc, on a Tamuata. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Moi, pour les nouvelles, en fait, nous, on essaye de se positionner sur un appel à projet Horizon 2023, du coup, qui concerne les pollutions émergentes, notamment dans les océans. Donc, c'est très, très aussi en lien avec Respect Océan. Dessus, on cherche à se positionner en tant qu'analyseur de toxicité in vivo, donc pour tout ce qui est perturbation endocrinienne, génotoxicité des substances, mais aussi toxicité générale. Et en fait, l'appel à projet se veut d'avoir quelqu'un qui va essayer de modéliser ces données, un peu cartographier, ou essayer de prédire des effets des substances sur l'environnement. Et donc sur la Méditerranée, un peu plus, mais en tout cas sur les eaux salées, si je puis dire. Voilà, donc on cherche des partenaires, peut-être aussi un partenaire qui pourrait faire des études de toxicité in vivo, parce que nous, on ne fait que du in vitro à Tamuata, on n'est que sur des cellules, des algues, des organismes en éprouvette. Donc voilà. Sinon... Et c'est des partenaires qui doivent être non français parce que c'est un appel d'offres européen ou ça peut être aussi des partenaires français? C'est un appel d'offres européen qui doit être déposé en mars 2023, sur lequel il y a un niveau de TRL qui est quand même relativement bas, je dirais de 3 à 5. Et, c'est quoi un niveau de TRL? Entre 3 et 5, c'est pas précisé, mais c'est relativement bas. Non, je veux dire, c'est quoi TRL? Pardon. C'est le niveau de... Comment dire? C'est le niveau de finalité du projet attendu. Donc, en fait, quand vous êtes sur des TRL bas, vous êtes plutôt sur des projets de recherche. Quand vous êtes sur des TRL hauts, vous êtes plutôt sur des procédés aboutis. D'accord. Et la question des partenaires, ça peut être des Français ou il faut que ce soit forcément d'autres pays européens? Il faut minimum 3 partenaires, du coup, de différents pays. D'accord. Comment il s'appelle ce call? Alors, je vais vous dire exactement. Est-ce que tu pourras peut-être faire, c'est nous le renvoyer, puis on le partagera dans le... Oui, bien sûr. Compte rendu. Bien sûr. Ça s'appelle Integrated Assessment and Monitoring of Emerging Pollutants. D'accord. On vous enverra le lien, ou si tu as accès dans le chat, tu peux le mettre aussi peut-être. Oui. Sinon, pour autre précision, en fait, ça cible beaucoup les pollutions médicamenteuses et les pollutions de type pesticides. D'accord. D'après voilà, ce qui est attendu. Donc, médicamenteux, je suppose que cosmétique, ça s'en rapproche plus ou moins suivant les substances utilisées. Oui, puis c'est d'actualité, puisqu'on a réglementairement, il y a un sujet en ce moment assez important sur la pollution par les usines et par les acteurs cosmétiques et pharmaceutiques. C'est un sujet qui est assez chaud et qui est souvent pris en main par les différents syndicats professionnels. Nous, ce qu'on imagine là-dessus, ce serait peut-être modéliser les flux polluants dans les bassins versants et puis pouvoir essayer d'imaginer des flux dans l'océan, quoi. Mais c'est une super transition. C'est une super transition pour la suite parce que si Toxiplan n'est pas avec nous, je veux bien que Mélissa, on passe à la slide suivante. Justement, on voulait vous demander, ça ne marche pas. Si, voilà, merci. On voulait vous demander du coup, parce que le dernier GT où on s'est retrouvés, on a eu la chance d'écouter M. Michelin et sa collègue nous parler justement de l'eau, des pollutions dans l'eau. Et ça a été tellement dense qu'on n'a pas eu trop le temps de faire un point ensemble à la fin. Donc, on ne va pas refaire un tour de table, mais je veux bien, s'il y en a qui ont encore un peu ça frais à l'esprit, là, on vous a remis 2 visuels pour vous aider à vous remémorer un peu ce dont on avait parlé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient
des remarques, des questions, des sentiments, des suggestions, des idées après ce groupe de travail. Alors moi, j'ai trouvé ça, j'interviens d'emblée, mais j'ai trouvé ça passionnant. C'est-à-dire cette démonstration à La Rochelle, sur les îles, là, de la question du rapport entre l'activité humaine, l'été quand il y a des touristes, pas l'été quand il n'y a pas de touristes, et puis la sécheresse, et puis les ostréiculteurs et tout ça, dans la collecte de l'eau douce, qui est de plus en plus compliquée, puis les effluents, j'ai trouvé ça saisissant, passionnant. Moi, ça m'a ouvert, j'arrête pas de l'avoir en tête. Ce lien entre océan et terre, là, pour moi, a été très démontré par cette différence. Oui, c'est chouette. Très, très chouette. Vous avez d'autres sentiments à partager sur cette présentation? Effectivement, par rapport à cet appel à projet, là, je reviens dessus. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est que tout ce qui se retrouve dans les rivières va dans l'océan à la fin. Et du coup, à chaque fois que en fait, quelque chose est une molécule un peu complexe est dégradée sous forme d'autres molécules polluantes est rejetée donc, par des particuliers ou des usines, elle passe au niveau des filtres des stations d'épuration et puis au final, ça se retrouve partout et ça crée des dommages assez importants sur la biodiversité. Que ce soit, parce que ça fait, comme nous on travaille beaucoup à Thème-Water sur les effets cocktails, et voilà, tu as un petit peu de ça partout. Au final, on se retrouve avec des quantités qui dépassent les milligrammes par litre de polluants sans problème dans l'environnement. En tout cas, moi aussi, si je rajoute un truc, c'est que si de temps en temps, on pourrait avoir un spot comme ça sur ce type d'intervention, et dans différentes régions de France métropolitaine ou même d'ailleurs, ça nous éclairerait sur cette interface entre nos activités terrestres et ce qui se passe, tu vois, ça pourrait être Méditerranée une fois peut-être Côte du Nord, une fois peut-être... Là, on était en Aquitaine. Oui, c'était quand même assez impressionnant. Hein. Et c'était global. On voyait bien l'activité des viticulteurs, l'essai par toutes les autorités locales, les différentes aussi communes. Oui. Je trouvais ça tout à fait impressionnant. La gestion de commun. Nathalie, vous avancez comment dans le groupe de travail haut? Vous n'êtes pas sur ce scope-là? Nathalie Delon. Je ne sais pas si c'est plusieurs Nathalie. Allô? Allô, pardon, j'avais mon micro. Non, je n'avais pas mon micro. Oui, on avance. On a juste une nouvelle réunion depuis la dernière fois. On avance avec des témoignages de ce qui se fait dans les entreprises, leur feuille de route à ce sujet, effectivement. À ce sujet-là, ou vous êtes sur un autre scope? C'est des choses... Non, on est sur ce scope-là. Micropolluants notamment, oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'est peut-être vous qui pourrez nous raconter des choses dans quelques temps? Oui, on pourra le prévoir une prochaine fois, tout à fait. D'accord. Avec plaisir. Ce groupe de travail. C'est territorial, c'est un peu différent. Oui, mais c'est pour ça. Oui. Complémentaire. Ouais. En tout cas, moi, je suis très intéressé par une autre région, une problématique de Corse ou de Grèce ou de... Bonne idée. De Bretagne. De Bretagne, la Réunion. On devrait trouver. Ou en visio, oui, elle est plus loin. Bon, bah, écoutez, merci. Si vous n'avez pas d'autres retours, si ce n'est voilà, ces questionnements qu'on va garder dans un coin de notre tête, on peut peut-être passer à la slide suivante, Mélissa, s'il te plaît. Voilà. Et donc, je ne sais pas combien d'entre vous ont pu suivre l'intervention de Philippe Curie en novembre, ou aller le regarder a posteriori. Vous l'avez suggéré comme étant un sujet à partager, parce que c'était un peu un clin d'œil d'un point de vue différent. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent se lancer quant à les questions que ça a pu faire émerger dans les têtes des uns et des autres, ou alors les résonances avec notre groupe de travail. Est-ce que ça vous a paru très, très éloigné ou en lien? Est-ce qu'il y a des points à faire? Est-ce qu'on tient des fils? Voilà. Il y en a qui se lancent dans cette intervention. Thierry, vous êtes tous cachés derrière votre écran, donc du coup, on ne peut pas vous passer un bâton de parole et puis vous interpeller là. Ce n'est pas du jeu. Moi, j'ai trouvé ça aussi passionnant. Je trouve que c'est complètement en lien avec notre groupe de travail, c'est-à-dire que ce n'est pas précisément une question d'un métier particulier,
Et c'est une approche là sur le monde plutôt de la biotique, hein, de la biodiversité halieutique, on pourrait dire, et de la pression de pêche. Je veux dire, enfin, si on veut être un peu éclairé et mieux gérer ce que nous, on doit faire, on tourne autour de notre sujet voilà, de la relation entre entreprise et océan complètement. Donc, il y a un sujet, moi, qui me titille là, de vous échanger avec vous. Je pense qu'on a quelque chose avec l'océan à travailler tous ensemble, qui sont les larves. En fait, autant on connaît les girafes, on connaît, je ne sais pas comment dire, les ours blancs, des girafes, des rhinocéros, des machins comme ça, des vaches et des souris. Mais quand on touche ces espèces d'équilibration, d'espèces bizarroïdes que sont les larves, avec l'espèce de trucs où ils vont s'accrocher parce qu'il y a du cuivre, si on prend les trucs de mousse et autres. On est dans un monde un peu voilà, interlope. Et là, j'aimerais bien peut-être, ça me donne envie là, si je prends les deux présentations d'avant, ça me donne envie de converger vers ce type de particularité du monde marin, puisqu'en fait, la partie reproductive est dehors. Regardez ce que ça peut faire comme effet nos activités. Michel Ignette, HELP, plancton. Oui, Ça vous effectivement, l'intervention de Philippe Curie était tout à fait intéressante, mais enfin, bon, on a l'habitude, c'est un très bon orateur, et qui a une vision effectivement large. Bon, il part de la problématique des pêches, mais c'est une vision large sur l'évolution qui se passe au niveau océan. Le graphe là que l'on voit, enfin, avec le shift, hein, le fait qu'on a un déplacement et que on perd un peu la mémoire de ce qui existait auparavant et qu'on a tendance à avoir des évolutions relativement court terme en disant bah oui tiens on a un peu perdu par rapport à il y a 10 ans, mais si on replace par rapport à 100 ans, c'est pas on a un peu perdu, c'est colossal ce qu'on a perdu. Et donc cette notion donc, de shift est vraiment importante en considérant ce qui se passe actuellement en milieu océanique. Alors, c'était très bien illustré sur les problématiques des pêches, mais malheureusement, on peut faire des schémas un peu similaires sur d'autres compartiments. Alors là, vient d'être évoqué le plancton. Le plancton, notamment, actuellement, on commence à se rendre compte de son rôle par rapport au changement climatique, dans les deux sens d'ailleurs, hein, à la fois le fait qu'il subit un certain nombre d'effets du changement climatique, et d'autre part qu'il a un rôle d'atténuateur important, et donc on aura tout à fait intérêt à ne pas trop mettre de pression pour que les milieux réagissent favorablement pour nous. D'accord. Parce que ce qu'il disait, là, son exemple, par exemple, de la surpêche des sardines, qui faisait que du coup, les poissons ne mangeaient plus les œufs de méduse et qui nous donnait une gélification de la mer, c'était quand même assez emblématique de la façon dont une activité, finalement, enfin, les liens ne sont pas directs, mais il y a des espèces d'effets de cascade qui, du coup, entraînent l'érosion de la biodiversité locale. Oui, là, si on parle de biodiversité, mais j'étais encore plus large hein, en parlant climat. Effectivement, il a beaucoup étudié ce qui se passait au large des côtes de Namibie et en comparaison avec l'Afrique du Sud, hein, où la gestion des pêches est totalement différente. Et Namibie, bon, effectivement, il y a ce problème de gélification, mais raréfaction donc de la ressource, aussi bien pour les humains que pour les oiseaux ou les mammifères marins. Et donc, on arrive vers effectivement des phénomènes de quasi-désertification, hormis la présence de ces méduses qui n'ont pas un intérêt quand même colossal pour nous. Et comme j'évoquais changement climatique, si effectivement on a beaucoup de méduses et que ça a un impact sur le plancton, on perd un puits de carbone important quand même. Donc, ça pose des problèmes tout à fait globaux. Bon, bah écoutez, on en parlera peut-être, Michel, pour justement se dire qu'un jour, on va faire un focus plancton d'une façon ou d'une autre, parce que je pense en effet que c'est une grande spécificité du milieu marin, ce plancton. Il y a sûrement beaucoup à apprendre, ne serait-ce que déjà aussi, et c'est le troisième schéma là, que vous voyez, c'est-à-dire aussi la façon dont les pollutions se retrouvent dans les chaînes alimentaires à différents niveaux, avec la bioaccumulation. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient réagir sur… Oui, il y a peut-être un autre point qu'on peut aborder là-dessus. Ça m'y fait penser quand je vois microplastique et nanoplastique. En fait,
on s'en occupe beaucoup parce que bon, ils transportent des substances toxiques, mais aussi parce que les microplastiques et les nanoplastiques, c'est des matrices qui sont super pour transporter les bactéries. Et en fait, quand par exemple, vous avez des vêtements en polyester ou des choses comme ça, que ces fibres finissent dans les stations d'épuration et qu'elles sont relâchées dans l'environnement, toutes les bactéries qui peuvent être d'éventuels pathogènes pour les plantes et les poissons sont aussi relâchés dans l'environnement et l'océan. Et ça peut être aussi un souci parce que forcément, vous transmettez mieux les maladies. Les vecteurs, mais parce que c'est pas la même chose avec le coton et la laine. Alors, je sais pas, on étudie beaucoup les microplastiques parce que c'est des surfaces absorbantes qui sont relativement super pour la formation de biofilms bactériens notamment. Après, pour le coton en soi, sûrement aussi. Je veux pas. Non, mais en effet, ça ne doit pas survivre à la station d'épuration alors que les produits plastiques doivent survivre. En fait. Je ne connais pas justement du tout si l'ensemencement par des bactéries d'eau douce, par les bactéries artériennes, si c'est un ensemencement répété par des microbilles contaminés par un film en mer, génère, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout les mêmes mondes bactériens normalement, hein, c'est pas du tout les mêmes types de. Il faut être allophile. Est-ce que ça génère des choses ou est-ce que finalement c'est inodore et sans saveur? Ça, je ne connais pas. Il y a des bactéries qui résistent très bien à des concentrations en sel qui sont plus importantes. Mais après, oui, c'est un bon point, effectivement. Il y a des études qui ont été faites sur le vibrio quand même. Donc, c'est vrai que pour l'instant, ce n'était pas la souche choléra, mais ça nous pend au nez. Et donc, ça a été bien étudié là déjà. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Michel? Oui, bon, il y a du vibrio notamment qui résiste très bien en milieu marin et dont on a vu les transports grâce effectivement à ces matériaux plastiques de très petite taille. Et donc, on n'est pas à l'abri d'un vibrio para hémolyticus, hein, ça n'a pas été le cas pour l'instant, c'est d'autres souches de vibrio qui ont été observées, mais on n'est pas à l'abri d'un retour sanitaire grave. Je peux juste un mot peut-être là-dessus parce que en tant que microbiologiste marin, le sujet est quand même beaucoup plus complexe que ça en fait. Hein. Le problème des bactéries dites continentales en fait, hein, qu'on retrouve dans le milieu terrestre en fait, hein, notamment dans les eaux douces, la plupart en fait ne survivent pas dans le milieu marin. Quand j'interviens en fait, que ce soit en cours ou dans des conférences, je redis toujours aux gens. Attention, attention, l'immensité du monde microbien est un monde utile, extrêmement important et dont on a besoin. Les pathogènes, c'est une toute petite partie en fait du monde microbien et les bactéries, elles nous entourent de partout et heureusement qu'elles sont là. Et donc elles participent à tous les grands cycles de la matière et c'est elles qui heureusement assurent le retour de la matière organique à la matière minérale. Donc, et qui fait vivre en fait les écosystèmes, donc qui nourrit en fait les producteurs primaires, notamment le phytoplancton. Donc voilà, donc sur le monde microbien, il faut être assez prudent sur ce qu'on dit. Après, on parlait de vibrio, enfin il y a des vibrios. Le vibrio, c'est comme un monde extrêmement diversifié. Donc il y a plein de vibrios d'origine terrestre qu'on trouve que en milieu terrestre, d'autres qu'on trouve en milieu marin. Il y a des vibrios qui sont extrêmement utiles et intéressants en fait, hein, notamment en fait ceux qui produisent de la luminescence qui sont extrêmement utiles, qu'on utilise aujourd'hui même pour des applications médicales. Voilà. Après, il y a quelques vibrios. Il n'y avait pas de jugement dans la question, c'était juste se demander comment nos activités humaines pouvaient parfois aider à du transport ou en tous les cas à l'intervention d'organismes qui d'habitude ne sont pas dans un milieu du fait de nos activités. C'était plutôt ça, c'était les déséquilibres. Oui, j'ai bien compris, mais les micro-organismes sont cosmopolites, on les trouve partout. Bien sûr. Donc en fait, le transport, il peut se faire par n'importe quel support. Alors effectivement, il se fixe sur des supports, enfin beaucoup se fixent sur des supports, mais ils sont aussi transportés par les aérosols. On commence à faire aujourd'hui des analyses de l'air pour tracer en fait le transport des micro-organismes par l'air. Donc en fait,
la diffusion est très très large et se fait par plein de mécanismes différents, enfin par beaucoup de mécanismes différents. Alors, vous ne saurez pas tout sur les micro-organismes dans ce bouquin, mais je vous conseille, si vous avez le temps, de lire Jamais seul de Marc-André Solos sur les micro-organismes. Ça vous donnera des idées de tous les micro-organismes, peut-être plus terrestres que marins, mais merci en tous les cas. Cette question d'équilibre de biodiversité microbienne ou plus grande, elle se pose même quand on en est loin. Donc, je pense qu'on va garder ça en tête aussi pour y revenir un jour ou l'autre dans ce groupe de travail. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Oui, mais non, on a toujours besoin de plusieurs plus petits que soi. Je pense que c'est surtout ça aussi, pas qu'un seul. Et donc, si on veut bien passer à la slide suivante, Mélissa, on va justement… Juste peut-être, Hélène, si je peux me permettre. Rien à voir avec mon activité, mais moi, ce qui m'a plu là dans la conférence de Philippe Curie, c'est Katia, pardon, parce que peut-être tu ne me vois pas. C'est toutes les discussions au niveau de et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que cette grande vidange de la biodiversité marine s'arrête, et toute la discussion qu'il y a eu autour de l'aquaculture avec comme étant une bonne idée, mais peut-être aussi parfois une fausse bonne idée, parce que si on développe en aquaculture des saumons, des dorades, alors qu'il faut vider la mer de sardines pour nourrir ces poissons-là. Voilà, et j'ai trouvé cette réflexion-là hyper intéressante, que moi-même je ne m'étais pas posée. Je trouve que ça montait voilà, il y avait une prise de conscience. Certes, l'aquaculture peut être une solution, mais attention à ce qu'on met en aquaculture, quoi. Merci. Oui, c'est la vision écosystémique qui est vraiment la vision que porte Philippe ardemment. Oui, tout à fait. Le plaisir d'y retourner et de creuser peut-être, parce que ça peut être aussi une façon de repenser nos activités. Complètement. Merci. Merci. Et alors, du coup, on passe à la suivante pour voir comment Claude a porté cette déclaration. Est-ce que tu peux nous redire un peu cette déclaration? J'imagine que vous l'avez tous vue. On ne va pas vous demander, mais… On peut faire peut-être juste échanger quelques minutes sur le fait qu'on a été surpris par la mobilisation. On n'est pas forcément, à titre personnel ou chez Respect Océan, habitué ou adepte des grandes déclarations. Donc, ce n'était pas forcément l'idée. Il y a eu un besoin quand même. Mais on a senti un besoin. C'est-à-dire que vous le sentez aussi. En ce moment, la question de cette relation à l'océan de nos contemporains est vraiment une question, parce qu'ils sont pas encore, et évidemment, ce n'est pas pour dénigrer tous les travaux incroyables qui ont été faits par plein d'autres gens avant nous. Donc, on n'a pas de prétention du tout. On s'est dit, en tout cas, nous, on peut jouer notre rôle là, en ce moment, à la veille de la COP15, pour dire combien les acteurs qui s'intéressent à l'océan aujourd'hui veulent sensibiliser les politiques, veulent sensibiliser les parties prenantes, veulent sensibiliser les citoyens à l'importance dans les équilibres à venir de la préservation de l'océan. Donc, préservation à la fois des questions physico-chimiques, biodiversité, mais aussi des flux, on pourrait dire des flux de l'eau et des autres choses. Connaissance, se dire que la connaissance est capitale. Importance aussi de la dimension juridique, se dire que les humains ont un des derniers communs à légiférer ensemble, qui sont les masses océaniques. Aussi la complexité de cette structure tridimensionnelle, puisqu'en fait, il y a la hauteur d'eau, qui est quelque chose d'assez rare. On n'est pas habitué à jouer la Terre, ça fait 1 mètre parfois d'épaisseur, mais la hauteur d'eau sur des milliers de mètres, c'est quelque chose qui est très très loin de nos bases. Et donc, en fait, on a rédigé ces quelques lignes, voilà, on les a proposées, et je dois dire qu'on a eu plutôt voilà, on parle aujourd'hui de à peu près 130 groupements, entreprises, organisations qui nous ont rejoints. Et qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Ça nous a permis d'adresser ce message à la fois à des partenaires en France, que ce soit des partenaires publics, les gens qui nous supportent aussi, des autorités, des institutions, mais aussi évidemment de porter à la Convention de la diversité biologique, donc et plus particulièrement… C'est pour ça qu'elle est en anglais aussi. Plus particulièrement au Global Partnership Business et Biodiversité, qui est un de nos partenaires chéris de la CBD, de la Convention de la diversité biologique. Et puis, ça nous a permis aussi d'interagir avec les autres organisations marines françaises, à la fois voilà, la partie climat, la POC, et d'autres. Donc, en fait, on a eu des relations un peu multipliées.
Et puis, ça a suscité aussi des réactions assez favorables d'autres acteurs qui n'ont pas encore signé, mais qui nous ont encouragés. Donc, on peut dire qu'en tout cas, ça a fait ce rôle-là, ni plus, ni moins, mais c'est notre rôle, c'est notre partie. Et puis, on a pu aussi être invité par le MTE, par le ministère de la Transition écologique, il y a quelques jours, avec WWF, IUCN, LPO, Noé, Conservation, la POC, enfin d'autres organisations non gouvernementales ou associatives françaises, invitées pour justement cette préparation. Il y avait aussi d'ailleurs CI, Conservation internationale, les inviter pour préparer et aider, et en tout cas supporter le gouvernement sur la partie négociation qui s'ouvre donc en ce moment. Et donc, c'était pour nous important de dire, dans la biodiversité, d'ailleurs, on a pu constater que l'océan, ça y est, je ne sais pas si Michel ou a connaissance autant que ça. Moi, dans les textes passés, je trouvais que l'océan était parfois pas tout à fait exprimé autant. J'ai trouvé que là, en tout cas, évidemment, c'est la France, c'est pas nous, hein, c'est pas du tout mon point, mais en tout cas, aujourd'hui, l'océan est vraiment exprimé pratiquement à chaque fois au même niveau que la biodiversité terrestre, enfin au même niveau quasiment, il apparaît. Oui, il est cité et il est répété. Et dans les exemples, il y avait pas mal d'exemples donnés sur l'océan. Donc, j'espère que la France va en tout cas faire de l'océan un des points de levier de sa négo. Peut-être un point particulier sur lequel je vais attirer l'attention qui me paraît très risqué, hein, mais c'est que la France porte un message qui s'appelle le 30-30. 30% des surfaces terrestres qui seraient préservées quant à la biodiversité, 30% des océans. Bon, il semblerait que ça soit quand même très, très ambitieux et que il y a des pays comme la Chine ou comme d'autres qui auront du mal à accepter ça. Donc, je pense il va falloir écouter ça, écouter cette dimension-là, à mon avis, ça sera intéressant. Mais voilà, peut-être que d'autres ici ont des commentaires. En tout cas, on est très content d'avoir fait et on vous remercie. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. On remercie tous les participants et tous ceux qui ont aussi permis d'affiner un peu notre texte. Oui, merci beaucoup. C'est une belle dynamique de groupe et c'était important. Donc, Claude, vous le voyez en photo là, a présenté cette déclaration au ministre, non, en français, à Christophe Béchu, à Bérangère Couillard et à Sylvie Lemay, qui est l'ambassadrice de l'environnement, au ministère, en effet, pour faire valoir que les acteurs français de l'océan étaient là, attendaient en effet une COP ambitieuse. Juste pour rappel, mais vous le savez sûrement déjà tous, on est à la fin d'une feuille de route qui devait se finir en 2020. Bon, il y a eu un Covid au passage, donc on est sur un bilan qui devait se faire en 2020, qui va se faire en 2022. Non pas en Chine, mais à Montréal. Ça n'empêche que la présidence reste chinoise. Donc on est bien sur une COP chinoise, mais délocalisée à Montréal. Et je pense que c'est important puisque dans la négociation, ça veut dire que c'est la Chine qui gère la fin de la négociation. On nous a bien expliqué que ça jouait. Et on est surtout sur l'écriture d'une prochaine feuille de route, puisque la prochaine étape, c'est le bilan des ODD en 2030. Donc l'idée, c'est cette COP, c'est le cadre qui sera posé, c'est la déclinaison qu'en feront chacun des pays, et donc notamment, évidemment, la Commission européenne, mais aussi l'Europe, mais aussi la France, avec sa fameuse stratégie nationale biodiversité qui est toujours en stand-by d'attendre justement ce cadre-là. Et un objectif global qui est 2050, c'est-à-dire vivre en harmonie avec la nature, en espérant qu'il en reste, parce que sinon, je ne vois pas comment on vit en harmonie avec, mais bon. Donc voilà, il y a quand même des enjeux forts. C'est aussi la COP qui permettra de faire le bilan de la feuille de route d'avant, donc les objectifs d'Aichi, qui ne vont pas être faciles à faire et puis surtout à accepter. Donc il y a beaucoup d'enjeux, c'est pour ça que Claude est prudent aussi, c'est qu'on sent bien que il n'y a peut-être pas encore toutes les forces dans le bon sens pour qu'il y ait un grand appel d'air après. Mais en tous les cas, on sera en veille et du coup, Respect Océan, au sein du Global Partnership for Business and Biodiversity, on fait partie même du comité exécutif, donc au plus près du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Et puis, au niveau français, parce qu'on est identifié, va suivre tout ça et on espère, après la COP, pouvoir digérer peut-être les résultats, voir par rapport à la déclaration qu'on a faite et continuer à être en veille et à avancer sur ces sujets. Et d'ailleurs, non seulement on a pu avoir quelques contacts, voilà, comme on vous l'a évoqué, mais finalement, ça a attiré l'intérêt. Aurélie a fait un gros travail avec aussi d'autres acteurs. Elle était avec moi d'ailleurs là-bas. Et là, elle a travaillé avec une belle publication dans l'Ouest Francière, qui est vraiment chouette. Voilà. Et puis elle a fait des interviews qui sortiront bientôt. C'est le 12 décembre. Ouais.
Et donc, on a la chance d'avoir aussi finalement des médias qui sont sensibles aujourd'hui à cette question. Et je pense qu'il y en aura d'autres dans quelques temps, puisque Aurélie a pris des contacts intéressants. Voilà, donc je pense que ce sujet aujourd'hui est de nature à mobiliser un certain nombre d'acteurs, y compris les médias. C'est intéressant. On va continuer à tirer le fil et à être en veille sur ces sujets. Est-ce que vous aviez des remarques, des commentaires, des suggestions, des envies, des coups de gueule, je sais pas, des félicitations? Voilà. Je vous écoute. On va passer à la suite. Hein. Ben, le silence est là. Il me semble qu'il y avait une rencontre qui avait été plus ou moins prévue autour de Nantes. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu. L'apéro. Oui, c'est ça. Alors ça, du coup, c'est Claude qui va raconter, parce que moi, j'y étais pas. Aurélie. J'ai eu la chance d'être là-bas avec Aurélie. C'est vrai, c'est une grande... Et avec... oui, c'est une des caractéristiques de Respect Océan. C'est vraiment une... Mélissa et Aurélie ont vraiment un talent. Alors... J'espère que l'association soit vivante. Peut-être que vous pouvez en parler. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Aurélie Dubois, déléguée générale de l'association. Donc l'événement à Nantes concernait plus la vie de l'association, c'est-à-dire les membres, que la vie liée au groupe de travail. Néanmoins, cet événement qui s'est tenu donc le 29 novembre était effectivement l'occasion d'officialiser notre antenne locale à Nantes, puisque nous avons la majorité de nos membres qui sont présents en Bretagne et en région Pays de la Loire. Et donc, nous occupons depuis septembre 2022 un bureau au sein des locaux d'un de nos membres. Et nous avons donc effectivement convié l'ensemble de nos adhérents, mais aussi un écosystème un peu plus large, lors d'un petit événement convivial le 29 novembre dernier. Voilà, donc mais ça concerne un peu plus la vie de l'association avec les adhérents. Oui, des membres du programme qui passera à Nantes pour aller dire bonjour à Mélissa. Tout à fait. Donc Mélissa, qui est connectée avec nous, est chargée de mission communication et partenariat, et donc a beaucoup travaillé également sur la déclaration avec nous. Oui. Pardon, merci Aurélie. Je vous propose de terminer du coup un peu les actus et le tour de nos nouvelles à partager par la feuille de route qu'on a finalement élaborée. Vous savez que ce programme donc, a été lancé en début d'année dans le cadre d'un partenariat avec l'OFB. Et qui est plutôt très content du travail qu'on a pu mener cette première année. Donc, l'idée, c'était de se donner cette fois-ci une visibilité. Ah bon? Vous voyez la présentation ou pas? Oui. Oui, la présentation est à l'écran. On a perdu une spectatrice qui a fait la présentation. Donc, l'idée, c'est de continuer avec une visibilité un peu plus longue, c'est-à-dire à 3 ans, et donc d'essayer de porter l'amplification de l'engagement des acteurs économiques français dans la préservation de la biodiversité marine, d'aller encore plus loin en ayant un projet qui aurait 6 pieds, donc une action, parce que, comme on vous l'a dit, on est donc point focal français au sein du Global Partnership for Business and Biodiversity, qui est donc le réseau qui dynamise justement les acteurs qui s'engagent sur la biodiversité au niveau international avec des points focaux nationaux, régionaux. Nous, on est tourné vers l'océan et c'est au plus près du secrétariat de la CDB. Mais il nous semble qu'il est important d'expliciter peut-être justement ces réseaux, ces cadres internationaux, régionaux et nationaux qui enchâssent ou qui stimulent l'activité des acteurs en termes de préservation de la biodiversité dans leur business. Donc, il nous semble important d'expliciter tout ça et d'essayer de travailler à des infographies, à des questions, enfin des questions-réponses, des supports qui permettent
à chacun de mieux comprendre justement ce Global Partnership, la CDB, mais aussi les déclinaisons européennes et nationales. Ensuite, on va aller un peu plus loin en essayant justement de développer des webinaires, des fiches pratiques, des événements qui permettraient d'alimenter notamment une page Internet sur notre site complètement dédiée justement à cette communauté d'acteurs concernés par les sujets. La chance qu'a Respect Océan de s'adosser sur ses membres, donc les membres de l'association sont justement des structures qui ont des retours d'expérience sur la gestion de la biodiversité marine et la conciliation avec leurs activités économiques. Donc, l'idée, c'est d'arriver à recueillir auprès des adhérents de Respect Océan et de vous-même des analyses et d'identification de freins ou de leviers quant à la prise en compte de la biodiversité marine. Donc, on va venir vous interroger là-dessus pour essayer justement d'en rendre compte et de pouvoir faire un document qui permettrait à partir de cette compilation et des analyses de diffuser auprès des acteurs pour les encourager à aller plus loin et leur donner des pistes. Dans le cadre de notre engagement en tant que partenaire engagé pour la nature, on porte logiquement le dispositif de l'OFB qui est engagé pour la nature. Donc, vous savez qu'il y a 3 volets: territoire engagé pour la nature, partenaire engagé pour la nature et entreprise engagée pour la nature. Et donc, nous, l'idée, c'est de continuer à essayer d'encourager et d'accompagner les membres de Respect Océan à rejoindre justement ce dispositif et cet élan. On a eu notamment aux assises à Lille l'occasion de discuter avec l'OFB et le cluster maritime français pour essayer de développer un groupe synergie qui serait donc piloté animé par nous 3 pour justement essayer de voir comment animer et implémenter les réflexions des acteurs en termes d'engagement volontaire, de connaissance des solutions pertinentes. Alors, évidemment, il y a éviter, réduire, il y a accompagner les entreprises dans leur démarche vis-à-vis des normes environnementales. Et puis, on a annoncé ce qu'on va faire là, dans l'heure qui vient, le timing est parfait, la poursuite et le développement de ce groupe de travail, donc du programme de biodiversité marine. Enfin, il n'y aura pas que ce groupe de travail, ça vous le savez, on avait l'intention d'en développer d'autres, des groupes de travail, mais au sein de ce groupe de travail qui est donc le premier et finalement un peu le pilote, essayer de voir comment on pouvait tracer une feuille de route pour les 3 ans à venir. Donc voilà, c'est ce qu'on a proposé comme engagement auprès de l'OFB pour pouvoir avoir une visibilité à 3 ans et des actions cohérentes qui se répondent, qui s'épaulent les unes les autres pour permettre au plus grand nombre de s'engager sur la préservation de la biodiversité marine. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques avant qu'on vous fasse bosser. Eh bien, si vous n'en avez pas, alors on va passer à la suite. On va passer à la 2e heure. Et dans ce cas, ça va être à vous. Je ne sais pas si vous avez tous déjà un compte Klaxoon ou si vous avez pu vous en créer un. Mais l'idée, c'est qu'on se retrouve sur le tableau. Ouais. Le point précédent est très important avec les 6 piliers là, que vous a montré Hélène. En fait, c'est très ambitieux. C'est très long, c'est très grand. Il va falloir qu'on soit astucieux tous ensemble là, pour aller chercher des points particuliers, pas dupliquant ce que fait soit la CBA, soit d'autres cercles. Hein. Donc, c'est très intéressant qu'on soit complémentaires. Donc, c'est pour ça que c'est bien que la CBA. Donc, on va essayer d'éviter de doublonner les choses. Et moi, je veux évidemment déjà des points d'originalité où on pourrait nous apporter une vision singulière. Donc, c'est ça que je vais vous proposer qu'on regarde tout de suite, en effet. On y va, hein, c'est ça? On va sur Klaxoon. Il faut que tout le monde se retrouve sur Klaxoon. Alors, je ne sais pas pourquoi moi, j'y arrive plus.
Est-ce que, comment, pourquoi et comment travailler ensemble? Ça vous va? Alors, je peux faire lecture et peut-être, je ne connais pas les initiales de chacun de toute façon, mais voilà, nous venons d'horizons différents, mélanger nos points de vue et partager nos règles sera forcément enrichissant et transposable à nos activités. Vous dites si vous voulez compléter, expliciter ou si ça vous pose question. Soutenir et accompagner des actions ciblées sur protection ou restauration. Alors là, c'est moi qui veux bien une explicitation. Oui, c'est moi, Stéphane Aclo. Donc, oui, l'objectif, un des objectifs, alors je l'ai classé là, mais bon, j'y voyais pas très bien. Donc, l'objectif, c'est aussi de pouvoir, en effet, soutenir certaines activités ou certaines entreprises qui vont aller dans le sens de la biodiversité, soit en ciblant de la protection et des zones protégées au niveau de l'océan, ou des initiatives sur la restauration de systèmes, d'écosystèmes aquatiques. Voilà, mais là, on est plus en effet dans la prise en compte et dans des objectifs de projets à mettre en œuvre. Ah, de l'accompagnement alors? Oui, oui. Et que le groupe de travail accompagnerait certains de ses membres, c'est ça, sur des actions? Alors que en effet, le groupe de travail soit un facilitateur pour soutenir, accompagner certaines actions. Ouais. Oui, d'accord. Peut-être des membres, et notamment, c'est dans les idées. Oui, c'était aussi des idées qu'on avait, et c'est pas pour rien que ce groupe de travail est adossé à Respect Océan, c'est-à-dire qu'au sein même de Respect Océan, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont inspirants et qui peuvent aussi accompagner. Donc, ça, c'est tout à fait cohérent avec aussi le travail que fait l'association de son côté, d'essayer d'identifier encore mieux les activités de chacun pour pouvoir faire justement des ponts et de la facilitation de mise en réseau. Donc, je ne sais pas si c'est dans le cadre de ce groupe de travail-là, mais en tous les cas, dans la structuration du groupe de réflexion et de l'adossement à Respect Océan, ça, je comprends mieux. Bon. En termes de déonto, on ne peut pas se permettre de soutenir l'un ou l'autre plus particulièrement. Mais par contre, mettre les gens en relation. Voilà. Bon, après, on peut être payé en chocolat, hein, ça se discute avant Noël. Voilà, on peut faciliter les choses. Donc, utiliser Klaxoon pour co-construire est une bonne idée. Merci Claude. Merci. Mais se voir en séminaire. Voilà, se voir en séminaire en vrai, une fois. Alors, une fois par an, on est d'accord, parce que pas qu'une fois. Non, oui, je voulais mettre au moins une fois. Au moins une fois par an. Ouais. Donc, voilà. Alors, ici, les Moulineaux, c'est loin. Bon, d'accord, Philippe. Mais... Et pour les autres, Katia, elle avait l'intention de venir. C'est parce qu'elle n'a pas pu finalement. Mais elle était prête à venir quand même. C'est une bonne idée. Il faut peut-être qu'on prévoit ça très longtemps en avance. Voilà, c'est sûr. Il y a soit à l'occasion d'un truc à Paris un peu sympa, soit à l'occasion d'un autre truc un peu sympa ailleurs. Ça fait que les gens soient intéressés par venir pour ça plus autre chose. Et que ça puisse être un moment. On peut essayer de regarder. Si vous avez des bonnes idées pour l'année à venir, qu'on se fasse un moment tous ensemble pour se coller des post-it directement, ça serait chouette. Partage de bonnes pratiques, très bien. Travailler ensemble car ces questions et les impacts sont souvent loin du cœur de métier des entreprises. Cécile, tu veux dire que c'est l'occasion justement dans ce GT, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Il y a le GT, ouais. Oui, donc c'est l'intérêt du GT justement de lever le nez du guidon et de pouvoir se poser ces questions et considérer ces impacts. OK. Ensuite, il y en a, ils écrivent tout petit. Hein. Alterner des mini-confs qui nous éclairent avec des groupes de travail plus précis sur nos métiers. Bon, ben ça, c'est super, on va continuer. Mettre en place des essais potentiellement financés par le crédit impôt recherche. Alors, est-ce qu'elle est encore là? Oh, elle est partie. Elle est partie, Maud. Je suis ah non, t'es là. Je suis là. Alors, vas-y, dis quoi derrière la tête? Oui, en fait, dans des démarches de R&D, c'est par exemple, on a beaucoup de tests innovants qui sont testés au sein de tests interlaboratoires qui en fait sont pas encore normés et des fois ça gêne un peu parce que c'est pas normé, donc
faut pas le faire, mais avec le crédit impôt recherche, en fait, la plupart des travaux qu'on peut placer en R&D sont CIRAbles, donc sont en grande partie remboursés par le gouvernement. Voilà, je veux juste faire un point là-dessus. Ah d'accord, oui, donc ça pourrait être finalement au sein du groupe, s'il y en a plusieurs qui ont l'idée de mener des recherches, des tests ensemble, je pense que Philippe doit connaître ce genre de dispositif. Non ? Oui, c'est un truc, oui, c'est quelque chose d'assez répandu. D'accord. Oui, ben, on se garde ça en tête et peut-être sur des thèmes. D'accord. Prise de conscience, collaboration sur fresque de l'océan. Alors ça, Stéphane, c'est Rose et c'est SL, donc c'est toi. Oui, c'est encore moi. Alors, Respect Océan est partenaire de la fresque océane. Alors c'est dans l'autre sens, c'est la fresque océane qui d'accord, ok. et donc, c'est vrai que ce serait intéressant pour les différents acteurs et parties prenantes du groupe de travail dans tout ce qui est, en effet, possibilité de prise de conscience. Là, on voit qu'on a des petits séminaires, des petits webinaires qui se mettent en place, mais aussi de mettre en place pour nous tous un atelier fresque océane pour partager un petit peu les risques, les contraintes, même si on les connaît, mais d'avoir comment tout s'articule et de prendre une conscience collective sur tout ça. Alors, donc ça veut dire qu'on se retrouve une fois en vrai, avec notamment la fresque océane, avec une séance post-it pour le plaisir de se les coller sur la tête en direct, avec un bon repas parce que sinon c'est pas drôle. Donc il nous manque juste la date et le lieu. Voilà. Ben, on avance, merci. Ensuite, être étonné par des apports bizarres type sésame antarctique. Donc, Claude, la prochaine fois, parce que j'imagine que c'est toi. Oui. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, il y a même les deux interventions précédentes, moi, elles m'ont surprise. En fait, des moments où il y a un peu de surprise, ça génère un appétit, une stimulation, une curiosité qui est réaiguisée par le fait qu'on découvre que l'océan a encore quelque chose à nous décaler comme un pas de côté, et ça, c'est très stimulant, je trouve, dans un groupe sur le moyen terme. Tu vois, donc, je vais te prendre au mot parce qu'il s'avère que tu es vice-président du Conseil d'orientation stratégique de la FRB, que le CESAM dépend de la FRB, et que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un jour un groupe de travail à faire avec la FRB pour faire un pont ou intervenir quelqu'un du CESAM sur ces thématiques. On va aller regarder de plus près au sein de la FRB et du CESAM s'il y a des sujets pour vous épater avec des trucs bizarres. Se coordonner travaux FEBA sur plastique et biodeg, c'est toi Nathalie? Non, c'est moi. Ah, c'est aussi. En fait, c'est pas double D, quoi. C'est-à-dire, comme Nathalie est là, l'avantage, c'est qu'on ne fasse pas ce qui est fait FEBA, et qu'on apporte quelque chose d'autre. Parce que ça a été mis aussi sur toute la D'accord, on va regarder à côté. Oui, voilà. On a rajouté ça, tout à fait. Et donc, oui, le fait, oui, c'était l'idée aussi. L'autre fois, on s'était dit que vous nous teniez au courant de votre GTO pour que justement on soit complémentaires et qu'on avance de conserve. Oui, tout à fait. Il y a toute l'actualité réglementaire moins drôle sur la mise en place effectivement de la REP micropolluant. Alors ça fait quand même un peu écho à ce que nous avez parlé et à ce dont nous avait parlé M. Bichelin. Oui. Tu peux juste nous en dire un mot en fait, il y a côté actualité réglementaire, il y a la révision de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Et parmi les principales mesures, il est prévu une REP pour financer l'élimination des micropolluants. Et visiblement, le secteur de la pharma et des cosmétiques sont particulièrement visés. On ne sait pas trop pourquoi pour le moment, mais de concert avec Cosmetics Europe, on va avancer sur ce sujet-là pour faire partie du groupe d'experts et comprendre pourquoi on est aussi visé d'ailleurs que ça. Oui, mais alors c'est pour comprendre et c'est pour avancer avec ça ou c'est juste pour essayer de... Oui, déjà d'avancer avec ça. D'accord. Bah, écoute, on pourra s'en parler tous les deux parce que peut-être que du coup, au prochain groupe de travail, dans 3 mois, là, ça pourrait être un point à travailler un peu plus, non? Pour un sujet, moi, c'est que
Si la FEBA, si les affaires réglementaires européennes et françaises seraient plus spécialisées sur le sujet comme ça, je pense que nous, il ne faudra pas qu'on aille forcément sur ce sujet-là. Mais par contre, moi, il y a un truc que je ne connais pas encore très bien. J'ai commencé à. Tu l'as mis sur un post-it ? Sans doute. Non, c'est peut-être pas. C'est entre l'estran, le plateau continental, les hauts fonds, les colonnes d'eau, avoir déjà une information un petit peu scientifico-biologique sur les grands enjeux d'océan. Je pense que personne ne va le faire à notre place. C'est-à-dire qu'on sera peut-être le seul groupe de travail qui vraiment passera du temps à avoir une connaissance déjà de ça. Ce qui fait qu'après ça, quand on est confronté à des questions proposées par des toxicologues bruxellois, on comprend mieux pourquoi ils jouent cette partie-là par rapport à quel type d'étage et de compartiment de l'océan, tu vois. D'accord, ben ça, je pense que ce soit avec Philippe ou avec Michel, on va peut-être en rediscuter pour trouver, sans problème. là-dessus. Oui, sans problème, oui. Et par contre, Nathalie, je réitère quand même le fait que si vous travaillez là-dessus, je trouve ça très intéressant et que l'idée, comme tu es un peu notre trait d'union, bon, Claude aussi, mais il a statut un peu de l'histoire, si tu peux nous tenir au courant justement de comment vous avancez et des éléments à ce sujet, ce serait intéressant. Bien sûr, oui, tout à fait. D'ailleurs, je vais inviter Élodie, ma collègue Élodie, qui est aussi sur le GT Enjeux de l'eau. On participera toutes les deux à ce GT, comme ça on sera. Ah bah oui, il n'y a aucun souci. Oui, d'accord. Pierre Fabre, ils sont deux là. Il n'y a pas de problème. Il y a autant de c'est encore un autre. C'est encore un autre GT, Hélène. C'est encore un autre groupe de travail au sein de la FEBA. Ouais. C'est celui sur les filtres solaires. Je pense que c'est pas celui dont parle Nathalie. Oui, je suis désolée. Là, je devrais peut-être demander à mes collègues de la direction scientifique et réglementaire. Parce que c'est pas nous qui le gérons au développement durable. Mais je peux faire le lien sur celui-là. C'est Valérie Collin, celui auquel pensait Hélène. Ouais. Voilà, pardon pour la confusion. Non, mais les 4 sont hyper intéressants. Enfin, les 3 groupes de travail sont hyper intéressants sur ce sujet. C'est bien qu'il y ait des liens et plus des résonances que des redondances. Donc, c'est juste l'idée, c'est d'arriver à profiter du fait que vous y êtes pour nous faire des liens. Merci beaucoup. J'en ai oublié. Être innovant et aller au-delà des normes. Oui. Pour avoir un pas d'avance. C'est hyper important et c'est non seulement pour avoir un pas d'avance, pardon, je complète, c'est pas mon post-it. Non, mais c'est l'intérêt des post-it. Mais ça me parle beaucoup parce que justement, c'est ça, quand ce qui est normé ne correspond pas vraiment aux impacts qu'on veut mesurer, c'est important de faire de la recherche. Ouais. Mais je t'en prie, complète ton post-it. Non, mais tout à fait. Ouais, je tiens à rajouter que à l'heure actuelle, on se base beaucoup sur des analyses de physico-chimie qui sont assez classiques, donc qui ne voient que ce qu'elles cherchent. En fait, le souci, c'est qu'avec toutes les nouvelles substances congénères, souvent, les molécules qui posent problème, on ne les voit pas parce qu'on ne sait pas comment les chercher. Voilà. Ça, il y a l'épidémiologie aussi à ce niveau-là. On ne voit que ce qu'on cherche, je suis bien d'accord. On peut se faire un sujet comme ça. Quand on est tous ensemble d'ailleurs, ça pourrait être le sujet de réflexion collective. Merci beaucoup. Si on passe à la petite case d'après, alors plutôt peut-être en dessous, Mélissa, d'avoir les retours d'expérience potentielle. Donc, une nouvelle compte sur un département côtier, son problème eau douce, eau de mer, quelque chose me dit que c'est Claude. Il signe pas. Comment minimiser l'impact de nos produits solaires au contact direct de la biodiversité marine? Oui, c'est fondamental. On est d'accord. Mais alors, ce que je comprends, excusez-moi, on va revenir à cette histoire avec la FEBA. Oui, c'est sur les filtres. Alors, éclairez-moi. Écotox filtre solaire. D'accord. Alors, là, c'est autre chose. Le post-it, là, c'était moi, c'est Katia. C'est tout un programme de recherche. C'est toute la philosophie, justement, qui nous a amené à monter ce programme de recherche avec des spécialistes de l'écologie marine, dont Philippe est bien sûr un membre de cet écosystème d'experts.
Et donc, c'est comment on peut réfléchir justement, ça fait référence au post-it juste avant, à développer des tests quand ce qui existe dans les normes ne suffisent pas à mesurer l'impact direct. Voilà, c'est toute la philosophie. Ben, ça, c'est un travail que nous, on a initié en 2015 avec le CNRS et avec Sorbonne Université, parce que rien n'existait. Et aujourd'hui, il y a ce groupe de travail qui s'est monté à la FEBA, où du coup, Pierre Fabre et Sorbonne Université, à travers Philippe Le Baron, sont membres pour apporter ce REX. Et là, ce que je propose, c'est de vous partager ce retour d'expérience également. Voilà. D'accord, oui, donc c'est ça. Donc c'est bien l'idée de faire le trait d'union. Bah, merci, Katia, c'est une très bonne idée. Alors, il y a Aurélie qui a demandé si on pouvait préciser les termes, mais je ne sais pas de quoi elle parlait. Mise en place d'un guide de bonne pratique à destination des parties prenantes, j'imagine, Stéphane, c'est ça? Oui. Oui, l'objectif, enfin, ce serait la finalité, c'est quand même les professeurs principaux. Hein. Ouais, la finalité, c'est quand même que nous, acteurs privés et entreprises, on ait un code de bonne conduite par rapport à tous les impacts et tout ce que, parce qu'on va parler de tous les impacts néfastes, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place justement et quelles solutions on va trouver. Oui. Donc alors, réfléchir à des solutions écosystémiques. Je me dis que du coup, ton petit post-it, on pourrait presque enfin oui, il est logiquement en lien avec la boîte d'avant, oui. Des contrôles d'impact toxique en sortie d'usine utilisant des organismes en panel. En PE, je ne sais pas ce que c'est. Perturbateur endocrinien, génotope, toxicité métabolique pour la prise de décision. Qui c'est qui a écrit ça? C'était moi. D'accord. Ok. Je fais un peu référence à ce qu'on disait au niveau d'être innovant et nous, ce qu'on fait à Thème Water, en fait, on utilise des panels d'organismes et non pas des Daphne ou un organisme qui n'est pas très représentatif au final pour essayer de couvrir au maximum de... D'accord. Vivants et d'espèces, aussi de types de toxicité pour avoir une vision globale en fait de la toxicité et pas juste sur un organisme relativement résistant. Ok, super. Oui, et atteindre une vision un peu écosystémique de l'écotoxicologie. Et ça, je pense que c'est Cécile qui nous a partagé l'expérience de Glenmorangie, de réintroduction d'huîtres endémiques écossaises pour filtrer les eaux côtières, donc aussi une approche très écosystémique et biologique de la gestion. Si ça vous semble intéressant, parce que c'est un programme qui a un petit peu de recul, donc et ça a pris du temps, ça doit faire bien 5 ans qu'il a été initié, mais si vous voulez de ce type d'exemple. Super. En fait, il y a un lien avec le business parce que c'était une zone où il y avait donc des moules et des huîtres en quantité, et puis elles ont été pêchées jusqu'aux dernières. Et c'est à ce moment-là que le whisky Glenmorangie a réalisé qu'il avait pas mal de matière organique dans ses rejets d'eau usée. Avant, ce n'était pas un problème parce que finalement, c'était filtré par les bivalves. Et on a réussi à trouver par hasard dans un petit endroit quelques huîtres qui avaient été conservées. Et avec l'université locale, Henri Riot, je ne vais pas bien me souvenir du nom, mais enfin voilà, il y a eu tout un programme scientifique qui a été monté. Et puis les huîtres ont été remises à l'eau, donc les naissins, et donc il y a un suivi, ça se compte en dizaines de milliers. Et finalement, il y a aussi un volet, donc là, ça améliore nettement la qualité des eaux. Et il y a un volet aussi capture du CO2, en fait. Ouais. Tant que les eaux ne viennent pas trop acides, hein, tant que ça ne s'inverse pas, mais voilà. Oui, merci. C'est plein d'idées qui pourraient du coup, parce que je remonte le fil, finalement nourrir un document. Donc, dans le document, vous avez eu des idées, une petite démo de ce que serait une modélisation d'élévation de la température sur la perturbation. Nous? Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça. Ah, ça pourrait être moi, c'était Merdac, mais on a le droit d'écrire Merdac. Mais c'est mieux de les signer dans ce cas-là. Oh, oui, je suis. Alors, elle a reconnu. C'est le seul qui ne signe pas. Voilà, donc je ne sais pas si. Tu le reformules autrement, s'il te plaît ?
Ouais, c'était peut-être pas là, mais ou c'est peut-être ailleurs, mais clairement, j'ai trouvé vachement intéressant le fait de me dire qu'on pourrait aussi avoir, mais ça sera peut-être fait par FBA, mais ailleurs, mais une petite liste de tous les contrôles aujourd'hui, par typologie, soit d'état, etc., qu'on puisse avoir un tableau pas les comparatif. Contrôles de quoi? Le truc qu'évoquait, qui était avant dans le... Ah, les contrôles d'impact toxique. Oui, on pourrait avoir une sorte de liste, un tout petit tableau, un peu comme on avait fait sur les méthodes d'économie et biodiversité, d'avoir quelque chose qui montre un peu les différentes méthodes qui aujourd'hui sont disponibles. Ça pourrait être un joli rendu. Et dans le document, je m'étais dit, on pourrait avoir dans le document des choses très pratiques, mais aussi quelques éclairages un peu focus. Et je disais, focus, l'augmentation de la température de la mer, ça pourrait avoir comme conséquence l'acidification, parce qu'il y a là. Tu veux qu'on avale le GIEC, en fait? Non, mais deux, trois petits frames. Vulgarisation du GIEC. OK. Parce qu'ils ont quand même fait tout un... Mais il y a Eric Guillardi qui devrait... Mais toi, soit des encarts, soit quelque chose qui, à un moment donné, éclaire un petit peu scientifiquement. Pareil, j'ai le truc d'après, c'est peut-être moi aussi, ce poisson avec sédiments, c'est-à-dire montrer comment, entre la reine végétale, le règne fixé, les poissons et puis les sédiments, il y a quelque chose, les courants aussi, il y a quelque chose qui se passe dans la mer qui n'est pas trivial pour l'intérêt. Tout à fait. D'accord. Oui, faire un lien entre terre et mer. Plante dépolluante, retour d'expérience, c'est exemple. C'est Katia? Non? C'est pas moi qui l'ai mis. Moi, je l'ai mis par contre. Je l'ai mis par contre dans les conférences qu'on pourrait proposer. On pourrait proposer à Claude Grison qu'elle vienne intervenir sur ces travaux-là. Si c'est toi qui as parlé. Oui, mais du coup, là, c'est pas mon post-it. Ça a peut-être fait écho, mais moi, je l'ai mis en bas à droite, mon post-it. D'accord. Il y a des gens qui ont vraiment très soif parce qu'on a fait cocktail 2 fois. Voilà. Effet cocktail. Il est petit dans l'environnement, d'accord. Oui, ça c'est important, je pense aussi. Très bonne idée. Liste d'exemples de leviers concrets pour les entreprises pour actionner dans leur quotidien. Alors, qui c'est qui a écrit ce post-it là? Liste et exemples des leviers concrets que les entreprises peuvent actionner dans leur quotidien. Il y a quelqu'un qui se reconnaît là-dedans? Moi, je pense que ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il peut y avoir des moments où c'est un petit peu plus académique et des moments où c'est un petit peu, au fait, vous avez ça comme tableau, voilà ce qui se passe, tu vois. D'accord. Oui, alors peut-être FBA, il ne faudra pas doubler la FBA, il faut envoyer un autre document. Voilà, c'est ça. OK. Décrire un peu l'interaction écosystème, poissons, algues, sédiments, machin. Tu as oublié les mammifères marins, mais ce n'est pas grave. Il y a le chemin de fer avec la baleine. Ensuite, focus sur les temps paysages, pliés, spirales, linéaires qui se construisent dans les feuilles. Pourquoi j'ai l'impression que c'est toi? Ouais, c'est bon. D'accord. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est que, mais peut-être que je dis des bêtises, vous rayez, hein, parce que franchement, c'est en fait, j'ai lu Bénédicte Ben-Saoudé, Vincent, c'est hyper intéressant sur la question du temps. En fait, on a dans notre pensée rationnelle des modernes, là, depuis l'invention de l'horloge, on a un temps qui est les secondes et qui est linéaire. Mais en fait, l'éthique, où il y a des animaux qui ont des temps différents. Le temps du cycle des sédiments n'est pas le même que le temps, et c'est vrai pour le carbone dans tous les sédiments qui tombent. Et en fait, j'aimerais bien avoir une confrontation de ces grands cycles en termes de temporalité. 100 000 ans pour faire ceci, 1000 ans pour qu'une goutte d'eau fasse le tour de je ne sais pas quoi. Et qu'en fait, on a une confrontation de nos temps pour que nous, quand on impacte par nos pollutions, on se rende compte où est-ce qu'on joue dans les temporalités. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est peut-être un peu... Vous dites si c'est débile, c'est des trucs qui me sont venus tout à l'heure. Ah, mais on garde toutes les idées. On garde toutes les idées. On en fera quelque chose. Guide méthodologique d'analyse des actions pertinentes que l'entreprise peut mettre en œuvre. OK. Alors après, je ne sais pas, en tous les cas, citer des actions et se poser la question de leur pertinence et de pourquoi c'est en résonance avec certaines questions sûrement. De là avoir les moyens d'analyser les conséquences à plus ou moins long terme, je ne sais pas si on les aura. Là, on aura besoin de tous en bonne université, à mon avis, pour nous aider, Philippe. Hein. Si on doit tout tester. Mais en tous les cas, peut-être avoir une grille de lecture et d'analyse et des repères pour se dire qu'on joue la bonne partition. Ça me paraît très intéressant.
faire un chemin de fer de la plaque d'égout à la baleine ou au morse, d'accord, Claude? Donc ça, c'est peut-être fait par la première, je ne sais pas, mais en fait, moi, j'ai aucune idée des volumes qui vont sous la douche, des volumes qui vont être en station d'épuration, qu'est-ce qui va sortir et qu'est-ce qui va dans la mer. Je vois bien quand je vois des rivières en Asie et les dégueulis de plastoc et tout ça, je vois bien qu'il y a des... En fait, il y a des régions du monde où en fait l'humanité dégueule toute sa merde. Oui, c'est pas qu'en Asie. Et j'ai pas tellement notion soit de cartographie, soit des volumes que ça représente, tu vois. Et en fait, ça m'intéresserait vachement. D'accord. D'avoir une espèce de... Est-ce que la Loire ou la Garonne ou le Rhône, c'est pareil, c'est des espèces de côtes de déjection. Et c'est quel type de volume, soit de matière organique, soit de matière chimique, qui sont déversés par an là-dedans? On va chercher si on trouve des éléments et des chiffres. D'accord, une approche massique. Ok. C'est typiquement le sujet de l'appel à projet Horizon, ce genre de thématique. Savoir ce qui est. Je n'irai pas dans le détail de telles molécules, ce serait plutôt des espèces de trucs un peu méta sur voilà, quelles sont les évolutions et puis ça représente quoi comme capacité d'encaissement de l'océan. Bon, là, j'ai juste une question technique très bête, Mélissa. J'ai essayé de rajouter après baleine question massique et ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas, j'ai fait une bêtise. Ensuite, définir des marqueurs analytiques et des méthodes. Donc là, on en revient à cette idée de méthodologie. Peut-être en effet essayer d'identifier des cadres de réflexion et d'action. Voilà, oui, approche massique. Je l'ai fait déjà. Ah, super, merci. Elle est plus douée que moi. Heureusement qu'on est 3 ici. Ensuite, comment élaborer une solide stratégie d'entreprise sur les eaux douces et marines? Cécile? Oui, donc, oui. Ça rejoint un peu cette idée de méthodologie, de repères, oui, parce qu'en fait, on n'est pas si à l'aise. Nous, c'est là qu'on a pris le plus de retard. C'est-à-dire que là où c'était facile, par exemple, je ne sais pas, des vignobles irrigués, ça, on a su comment gérer. Mais une façon beaucoup plus large, une façon plus holistique de considérer l'entreprise, ben là, c'est plus compliqué. D'accord, oui, mais d'avoir des repères et des guidelines, pour ça, c'est très intéressant. Si la FEBEA ne le fait pas, mais je sens que Nathalie, il va falloir qu'on se revoie quand même, qu'on arrive à redéfinir comment on se partage tout ça. Plastique, mythe ou réalité? Entre deux extrêmes, y a-t-il un juste milieu? J'aurais tendance à dire qu'il y a toujours un juste milieu entre deux extrêmes, mais ce n'était pas ça la question, je pense. Philippe, c'est toi? Ou c'est quelqu'un d'autre? PL, c'est qui? On a perdu Philippe. Non, mais son micro est fermé. Ah, ça y est, pardon, j'ai remis le micro. Vous m'entendez là? Oui, maintenant on t'entend. Okay. Oui, c'est moi, oui. Ça me ressemble. Donc ça dépend en fait, c'est ça, ça dépend, ça dépasse, on n'est ni dans le mythe ni dans la réalité, mais on va y travailler. D'accord? Oui, je pense que les plastiques, qu'ils soient grands ou petits, de toute façon, il faudra y passer. Non, mais en fait, ça rejoint un deuxième post-it que j'ai dû mettre, en fait, proposant en fait une conférence que je pourrais obtenir de Arnaud Leroy, qui est auteur de la loi sur l'économie bleue. Donc c'est lui, quand il était député, qui a fait passer la loi sur l'économie bleue et qui aujourd'hui est responsable en fait de développement durable pour une société qui est une très belle société qui s'appelle Sphère, qui fait de l'emballage plastique et qui se bat contre cet amalgame qui est fait aujourd'hui autour du plastique et à juste titre sur la gestion des emballages plastiques. Mais il existe aujourd'hui des plastiques biosourcés qui sont totalement biodégradables, très rapidement biodégradables, qui ne génèrent aucune microparticule, aucun résidu en fait de ces plastiques, et qui sont des solutions d'avenir pour le plastique dont on a besoin par ailleurs sur plein d'usages. Et en fait, lui, c'est quelqu'un vraiment de très très bien, et qui s'est même, enfin, qui est un proche de Macron et qui s'est même opposé à Macron il n'y a pas longtemps sur ces sujets-là. Et c'est quelqu'un qui pourrait faire une conférence très intéressante en fait sur ce sujet, et avec qui nous on travaille en fait ici à Sorbonne, et qui est vraiment en fait quelqu'un qui a une dimension environnementale extrêmement intéressante,
Et sur ces plastiques biosourcés, en fait, il y a des vraies potentialités aujourd'hui. Mais voilà, et aujourd'hui, le problème, c'est que d'un extrême, en fait, tout plastique, on est passé à un extrême zéro plastique, comme d'habitude, en fait, hein, sans se poser question, sans que les gens sachent de quoi ils parlent quand ils parlent de plastique. Et avec la communauté européenne, en plus, qui fait pas trop la distinction entre entre les différents types de plastique et de la réglementation qui évolue et qui va encore évoluer certainement en ayant certainement des impacts très négatifs justement sur ces approches extrêmement innovantes et qui sont plutôt positives. Écoute, je pense que c'est le post-it que tu as mis au-dessus, la conférence sur l'émergence des usines de biologie de synthèse pour le. Ah non, c'est autre chose ça. Non, c'est autre chose ça. Ah, du coup, je ne sais pas où tu l'as mis, la conférence, mais en tous les cas, on en reparlera. Non, mais je l'ai peut-être enlevé. Je l'ai peut-être enlevé finalement. Ah. Bon, et ben, du coup, on se le garde en tête quand même. Je reviendrai vers toi, on en parle plus précisément, peut-être travailler l'angle. Ouais, disons, merci ça en peut tous les aller. cas. C'est vrai qu'on a besoin d'esprit libre. Il y a des gens qui nous proposent des choses qui ne sont pas dans le. Non, mais dans la pensée unique, quoi. Tout à fait. Non. Donc, je garde ça et je faire un petit retour d'expérience quand même sur les plastiques. Nous, à Thème Water, on a travaillé avec des industriels du coup, qui produisent des contenants plastiques et qui rejettent leurs eaux dans la rivière d'à côté. Dans les analyses de sédiments, il n'y a plus que du plastique. Donc, quand vous voyez à l'œil nu, vous voyez du sable. Par contre, quand vous passez ça sous le microscope, ce n'est plus que du plastique. Voilà. Donc, il y a quand même un juste milieu, effectivement, là-dessus. Moi, je tiens à le partager parce que je ne pensais pas que c'était à ce point-là et je suis contente de l'avoir vu de mes yeux. Eh bien, je pense que je vais revenir vers vous deux. On va retravailler la question. Merci beaucoup. Bioessai in vitro, un moyen de screening efficace pour évaluer la toxicité des substances uniques ou des cocktails, ça c'est toi, j'imagine. Donc ça c'est le sujet que tu nous as explicité. L'empreinte eau des entreprises, l'optimisation des usages. Ça, j'ai l'impression, la FEBA, vous êtes pas Oui, voilà. Alors voilà, nous, on va se garder ça, tout ce qui est empreinte eau, usage, sobriété des usages et optimisation. En tout cas, c'est les axes de notre GT qu'on partagera avec tous, évidemment. On pourra l'évoquer comme étant le résultat de votre GT, c'est ça? Voilà. Et en plus des aspects réglementaires et des bonnes pratiques à partager entre entreprises. Bon, c'est chouette. Merci. Alors du coup, Philippe Laude, la conférence sur l'émergence des usines de biologie de synthèse pour protéger l'exploitation des ressources naturelles. Oui, ça, en fait, je reviens vers toi aussi. Oui. Non, donc ça n'a rien. C'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est beaucoup plus large. Mais je pense que c'est juste pour que les gens soient informés de ces développements qui se font aujourd'hui, des usines, enfin ce qu'on appelle les biofonderies, donc des biofonderies ou des usines de biologie synthétique. L'idée, c'est d'utiliser des organismes, des micro-organismes. Hein. Alors, souvent, c'est fait avec, pour ceux qui connaissent un peu la production en bioréacteur, en fait, avec Escherichia coli ou avec une levure, en fait, hein, on récupère en fait la cascade de gènes qui conduit à la production de telle ou telle molécule, substance. Ça peut être un parfum, ça peut être du cuir, ça peut être tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, en fait, on exploite des champs, des hectares, en fait, ou des quantités extrêmement importantes d'organismes naturels. Quand on parle en fait de plantes cultivées, c'est des hectares, c'est du pompage d'eau, enfin, c'est l'appauvrissement des sols, etc. Et en fait, on a la possibilité aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a encore 10 ans ou 15 ans, de comprendre par l'ingénierie génétique, par ce qu'on appelle la génomique fonctionnelle, la cascade de gènes qui conduit à la production de telle ou telle molécule qu'on va exploiter après industriellement. Et donc, et ça peut être des médicaments, ça peut être tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est une fois qu'on a identifié cette cascade de gènes, on est capable de mettre ça dans une petite bestiole, en fait, hein, un micro-organisme qui ensuite se reproduit en bioréacteur. Et on peut produire en quantité importante. Pour l'insuline déjà. Oui, mais c'est valable pour plein de choses. Oui, non, mais je suis d'accord. Et la biofonderie aujourd'hui, enfin, il y a quelqu'un. Il n'y a pas de biofonderie en Europe. Hein. Il y en a aux US, il y en a en Californie notamment, il y en a au Japon. Il y en avait une en Angleterre, mais donc on peut dire qu'il n'y en a plus en Europe. Et ici, là, on a quelqu'un qui est quelqu'un de très très bien, qui est Stéphane Lemaire, qui développe la première biofonderie, hein, qui sera ici sur Paris, et qui lui, en fait, a la particularité de ne pas utiliser des micro-organismes et des bioréacteurs qui consomment de l'énergie,
mais d'utiliser en plus des microalgues qui utilisent en fait le soleil comme source d'énergie et le CO2 comme source de carbone. Et ça, il y a des projets aujourd'hui de connexion, par exemple, des biofonderies avec les usines d'incinération pour récupérer en fait la production de CO2 en sortie de ces usines d'incinération, d'injecter ce CO2 dans les microalgues pour les alimenter en carbone, avec en fait un éclairage naturel plus artificiel avec des diodes pour qu'elles puissent fonctionner 24 heures sur 24 et produire en quantité importante ces substances. Et le fait que ça n'a pas pris... Je vais s'arrêter parce qu'on doit s'arrêter dans 3 minutes et j'ai encore 10 post-it à lire, mais on en reparle. D'accord, ça marche. Comme des autres éléments. Je suis désolée. Juste pour finir, là, les suggestions de sujets, du coup, d'ailleurs, ta conférence, là, je vais la mettre plutôt dans suggestions de sujets, peut-être. Donc, les plantes dépolluantes, un peu de géologie historique marine, ça c'est toi? Encore. Voilà. Le lien climat-biodiversité, tout à fait. Je ne sais pas qui a mis ça, mais je pense en effet que c'est important. C'est toi aussi. Un éclairage sur la minéralisation des calcites, larves, coquillages par rapport au CO2 à la concentration marine. Donc ça a aussi un lien, j'imagine, avec le changement climatique. Veille sur les publications scientifiques. Alors, on a notre plateforme, on a notre site Internet. Je vous rappelle que dans le site Internet, il y a un onglet ressources qu'on essaye d'achalander avec Mélissa et qui est appelé à se développer. Donc, n'hésitez surtout pas à nous partager les publications. Philippe Curie en avait cité un certain nombre qu'on a mis d'ailleurs sur ce site. Hein. Très bonne idée. Donc, n'hésitez pas à partager et à le nourrir. On va pas réinventer la bibliothèque d'Alexandrie, mais enfin, l'idée, c'est quand même d'avoir des choses pertinentes à partager pour se nourrir les uns les autres, quitte à après faire des focus, hein, évidemment. Études sur les impacts réels de l'industrie d'hygiène et beauté sur le monde vivant. Merci Stéphane. J'ai réussi à lire. Non, mais c'est vrai qu'on parlait de plastique et de vraiment ces impacts importants. Mais quel est l'impact de l'industrie cosmétique par rapport à ce que peut générer comme microplastique une entreprise comme Coca-Cola, par exemple? Voilà, c'est des questions aussi qu'il faut se poser. C'est-à-dire un peu ce que disait quand il disait qu'il faut avoir des idées des grandes masses et de mettre des ordres de grandeur. Philippe Curie nous avait fait, dans les publications qu'il nous a données, il y avait justement des ordres de grandeur sur les industries marines notamment. Et c'est vrai que ça permet de prendre de la perspective. Il faut savoir de quoi on parle. Oui, on va chercher ça. Les possibles évolutions de l'impact agricole et des influences sur les côtes. Donc là, c'est vraiment faire un pont avec le monde terrestre agricole. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais ça me paraît en effet important. Même si nous, on est beauté hygiène, on est évidemment pas très loin de ce monde de toute façon. Je ne sais pas si on arrivera à le mettre dans notre GT, mais en tous les cas, se le garder en tête. Bioessai in vitro en moyen de screening, ça du coup, c'est toi qui nous l'as remis là, ok. Les potentiels d'intervention, donc un focus plancton, oui, ça on se l'est déjà dit. Faire le pont avec la TBA, mais ça, Nathalie, on va se faire un petit planning, je sens toutes les deux. Bilan du GT de TBA sur les filtres solaires. Claude Grison, ce serait un vrai bonheur de l'avoir. Katia, je ne sais pas si tu as du coup la possibilité de nous mettre en contact, mais je pense en effet que ce serait passionnant de l'entendre nous raconter tout cela. En tous les cas, moi, je serais très preneuse. Retour, toujours la FBA. Et puis, en effet, des liens avec les travaux du CIBIOS. Ça me paraît aussi tout à fait riche et enthousiasmant, tout ça. Et il est 16h01. Je suis désolée, on a dépassé d'1 minute. Capitaine, tu peux nous conclure tout ça d'un trait de maître, là? Parce qu'on ne doit pas vous garder trop longtemps, vu que, voilà. Alors... Merci Mélissa. Donc, juste très vite, la slide d'après, s'il te plaît. Juste vous dire que il va y avoir l'année prochaine les Journées européennes de la mer qui se passeront à Brest. Il y a un appel à contribution pour le 13 décembre pour des ateliers, pour rendre compte de travaux ou de thématiques. Allez voir les thèmes qui sont proposés. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui peuvent vous intéresser pour proposer des ateliers de partage d'expérience et de stimulation. Et puis,
Il y a le colloque à l'occasion du centenaire du premier congrès international pour la protection de la nature qui s'était tenu à Paris en 1923. La SNPN fait un colloque sur plusieurs jours et l'appel à contribution doit se faire avant le 18 décembre. J'ai eu le président de la SNPN qui regrettait que pour l'instant, il n'y ait pas beaucoup d'acteurs de la mer, alors que la protection de la mer est quand même un sujet et que peut-être qu'on vient de loin, je ne sais pas, depuis 100 ans. En tous les cas, si vous êtes intéressé, moi, je le suis pour discuter avec vous, pour voir comment on peut peut-être proposer une contribution à ce congrès en le centrant sur la mer. Voilà, c'est très rapide et je suis désolée. Je suis très content de la co-construction qu'on fait. On prend un peu de temps pour s'ajuster. Comme ça nous permet de nous ajuster par rapport aux autres groupes du travail, d'avoir une spécificité, d'être aussi un centre de ressources et d'être aussi un endroit où on se ressource au sens humain du terme. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est assez réussi chez vous. Vous pouvez peut-être faire un petit commentaire si vous voulez, à écrit après ça. Mais merci beaucoup en tout cas de votre contribution. Très riche. Merci à tous. Et là, si vous voulez rester branchés, eh bien, on va parler, c'est la suivante. Mais oui, alors, non, avant, quand même, montre notre pauvre petit manchon. Voilà, donc merci pour votre présence et puis pour nos échanges. Et puis, on vous attend l'année prochaine. Hein. On s'est dit qu'on se retrouvait tous les trimestres. Et là, voilà, là, tout de suite, commence le séminaire Carbone Bleu. Voilà, si vous voulez nous rejoindre. Merci à tous. Oui, sur une autre plateforme, vous avez le lien. Un grand merci. Merci Aurélie. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.